Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis extrêmement heureux de vous accueillir ce soir dans les locaux de la CCI Formation. C'est toujours un plaisir que j'accueille au sein de notre chambre les futurs chefs d'entreprise. La création-reprise d'entreprise, qu'il ne faut pas oublier, constitue un enjeu crucial, d'une part, pour le développement et le renouvellement de notre tissu économique, de nos territoires, d'autre part aussi le maintien de nos emplois. Créer ou reprendre une entreprise nécessite d'agir avec méthode pour se donner toutes les chances de succès. La CCI de la Moselle est la porte d'entrée de la création-reprise d'entreprise en Moselle. À ce titre, elle informe et forme les porteurs de projets. Elle propose un accompagnement individuel, complet et efficace aux besoins de chaque porteur de projet. J'insiste beaucoup sur ce sujet parce que c'est très important, l'accompagnement et le suivi. Depuis le début de l'année 2018, vous êtes plus de 700 à être venus nous rencontrer et vous êtes plus de 50 à nous avoir confié l'accompagnement individuel de votre projet de création ou reprise d'entreprise. L'enjeu est désormais de maintenir cette dynamique. Pour y parvenir, il faut oser et prendre conscience en vous et ne pas se fixer de limites. Êtes-vous prêt à relever ce défi? Pour répondre à cette question, nous allons entendre le témoignage ce soir de 3 chefs d'entreprise qui se sont déjà lancés et ont accepté leur témoignage et leur expérience de leur parcours. Madame Desker, Monsieur Georges et Monsieur Prats. Je vous remercie. Je vais également remercier nos partenaires, la BPALC, Acoris Mutuelle. Avant de donner la parole à Dorian Sack, responsable du service création, reprise, transmission d'entreprise à la CCI qui animera cette soirée, Audrey Schmitt de la BPLC va vous dire quelques mots. Je vous remercie toutes et tous. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à nos auditeurs en live Facebook. Alors c'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir pour vous parler de l'audace d'entreprendre, puisque c'est bien le thème de notre soirée, oser entreprendre. Alors à la Banque Populaire, ça tombe bien parce qu'on encourage et on soutient ceux qui ont l'audace de franchir le cap, de créer leur entreprise, leur emploi et de développer leur activité. Alors je ne vous parlerai pas de chiffres, je vais plutôt vous parler de la méthode que l'on met en œuvre. Donc déjà, la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, c'est 360 collaborateurs sur le territoire qui sont là pour vous accompagner. Alors pour vous accompagner dans la phase de démarrage, donc on a des partenariats, notamment avec Business Story. Donc si vous venez de la part de la Banque Populaire, vous avez le premier rendez-vous avec un expert comptable qui est offert. On a aussi donc une palette de produits pour vous accompagner dans la création, notamment avec un prêt, donc le prêt Socama, qui va vous permettre en fait de protéger votre patrimoine en ayant recours à une société de cautionnement mutuel. Alors cette société, elle est distribuée exclusivement par le réseau des banques populaires. On est aussi en mesure d'assurer votre activité pour le démarrage et faire en sorte de pérenniser cette dernière. Alors ça, c'était l'étape donc d'installation, trouver un financement, un partenaire bancaire, avoir toutes les clés en main après avoir suivi le cursus qui vous est proposé par la CCI. Après, il y a la 3e étape, qui est aussi primordiale et fondamentale, c'est de réussir le démarrage et développer votre activité. Pour ce faire, on a aussi des solutions à vous proposer, des solutions nomades pour la gestion de vos comptes. On a tous un smartphone dans nos poches et donc vous pouvez suivre vos comptes donc, de façon nomade avec ce dernier. On a aussi donc, des solutions d'encaissement à vous proposer. On est toujours sur le smartphone. Et bon, vous savez qu'on est en moyenne 3 heures par jour sur son téléphone. Donc on a des solutions d'encaissement Apple Pay et Samsung Pay qui sont distribuées donc, en exclusivité par la Banque Populaire et qui vont permettre à vos clients d'encaisser rapidement donc, quand ils sont donc, dans vos enseignes. Alors c'est important parce que ça concourt aussi à faire en sorte que cette phase de paiement ne soit plus seulement transactionnelle mais aussi relationnelle. Et ça c'est quelque chose sur lequel on souhaite aussi vous accompagner. Et on est aussi là pour vous accompagner, pour gagner en visibilité, accroître votre notoriété, et ce par des solutions que nous développons pour vous. Alors j'en citerai quelques-unes. Alors on a Direct et Proche, donc c'est des créations de sites internet
que ce soit vitrine ou marchand, donc on peut vous proposer. Et on est aussi en train de développer, alors ça c'est une toute dernière nouveauté qu'on lance dans quelques jours à la Banque Populaire, alors je vous en parle en primeur. Donc c'est une solution en fait pour optimiser le trafic de vos clients donc, quand vous serez installé et pour gérer donc, des programmes de fidélité. Hein, donc voilà, comme vous l'avez compris, on ne souhaite pas être là que pour la partie financement. On veut être, et c'est une thématique sur laquelle donc, je tiens particulièrement, être un business partner de votre activité. Et à la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, c'est comme ça qu'on conçoit l'accompagnement aux créateurs. Donc je vous remercie de votre attention. Donc je vais écouter avec beaucoup d'attention et beaucoup d'envie les témoignages ce soir de ces gens qui ont eu l'audace d'entreprendre et je vous en félicite. Pour démarrer cette soirée, je vous propose en préambule de vous présenter rapidement quelques statistiques et tendances en matière de création et de reprise d'entreprise. Alors tout d'abord, quelques données concernant les statistiques au niveau national. Donc, comme vous pouvez le constater sur ce graphique, en France, la création d'entreprises a augmenté de 7% en 2017 par rapport à l'année 2016. Alors c'est essentiellement la micro-entreprise qui a dopé la création d'entreprises et la micro-entreprise précisément dans un secteur d'activité qui est le secteur des activités spécialisées scientifiques et techniques. Donc c'est le terme officiel du code d'activité. En réalité, en fait, il s'agit essentiellement d'activités de conseil, donc des personnes qui s'installent en micro-entreprise pour exercer une activité de conseil. Donc ces activités-là, donc les activités liées à la micro-entreprise ont augmenté de 14% en 2017, ce qui est quand même relativement important. Concernant les sociétés, ce qu'on peut noter, c'est que la SAS reste la forme de société commerciale la plus utilisée. Concernant maintenant le Grand Est, on peut noter également que la création d'entreprises a augmenté dans notre région. Elle a augmenté de 4,6% en 2017 par rapport à l'année 2016. Concernant maintenant la Moselle, notre département, la création d'entreprises a également augmenté de 4,8% en 2017. Donc aujourd'hui, pour l'année 2017, nous pouvons compter 5 651 créations d'entreprises en 2017, tous secteurs d'activité confondus. Donc que ce soit des activités commerciales, artisanales, libérales, voire agricoles, tous secteurs d'activité. Donc c'est une source qui est une information qui est donnée, qui est communiquée par l'INSEE. Si maintenant on regarde en détail les secteurs d'activité, les créations d'entreprises par canton, donc là par contre c'est une source du registre du commerce et des sociétés de la Moselle, donc ce sont des statistiques qui concernent les entreprises de commerce, de services ou d'industrie. Donc on peut constater que le canton le mieux représenté est sans surprise le canton de Metz qui compte en 2017 911 créations d'entreprises. Concernant les autres cantons, on constate qu'ils sont relativement homogènes. Concernant maintenant les secteurs d'activité concernés, le premier secteur créé en 2017 concerne le commerce de voitures. Donc, vous avez ici le top 10, donc les 10 secteurs d'activité qui se sont le plus créés en 2017. Donc en première position, le commerce de voitures léger, le véhicule léger. Et en deuxième position arrive tout de suite la restauration rapide, qui reste également un secteur d'activité relativement soutenu. Concernant maintenant le profil des porteurs de projets, donc la parité n'est pas tout à fait atteinte, même si ce soir les femmes sont bien représentées à la tribune, mais l'écart se resserre légèrement d'année en année. Donc 40% donc des porteurs de projets sont des femmes, 60% sont des hommes. Et on peut également noter que les porteurs de projets sont de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, au niveau national, on a 37% des porteurs de projets qui ont moins de 30 ans. Concernant maintenant les motivations des porteurs de projets, donc d'après l'agence France Entrepreneur, la première motivation qui est citée par les porteurs de projets est l'épanouissement et la réalisation d'un rêve. Donc c'est vraiment ce qui arrive en première position. Donc nous aurons l'occasion de poser la question à nos témoins ce soir, voir si ça a également été le cas pour vous. Est-ce que ça a été également votre motivation ?
Cette étude de l'Agence France Entrepreneur fait également référence à l'environnement entrepreneurial des porteurs de projets, qui semble être également un facteur clé d'immatriculation, de création d'entreprise, puisque 31% des porteurs de projets ont un chef d'entreprise dans leur entourage. Donc c'est également un facteur à prendre en compte et ça peut être un facteur déterminant pour, je dirais, passer à l'acte, passer à la création d'entreprise. Toujours dans le cadre de cette étude de l'Agence France Entrepreneur, les Français plébiscitent la création d'entreprise. Ils sont 46% à penser que diriger sa propre entreprise est la carrière la plus intéressante. Voilà, donc eh bien, je vous propose maintenant de donner, après ce petit préambule, la parole à nos témoins ce soir et je vais vous demander de bien vouloir vous présenter. Madame Georges, si vous voulez bien démarrer. Bonjour, alors je m'appelle Georges Mareva. J'ai un restaurant au centre-ville de Metz, en bas de la cathédrale. J'ai 24 ans et j'ai ouvert mon entreprise depuis le 19 décembre 2016. Bonsoir à tous, donc Florence Decker, j'ai 47 ans, comme quoi on peut aller du simple au double. Moi j'ai créé mon entreprise de pâtisserie plutôt haut de gamme, et donc FD Pâtisserie sur mesure. Bonjour à tous, donc Monsieur Braz, j'ai 29 ans, donc j'ai monté mon entreprise il y a 1 an et demi dans le courtage en travaux, la décoration, et voilà. Madame Decker, est-ce que vous voulez bien démarrer, nous expliquer un petit peu comment vous avez eu cette idée? Alors, je suis une passionnée, je suis pas du tout pâtissière au départ, j'ai travaillé comme beaucoup de jeunes dans ce métier-là pour, on va dire, des travaux pour me dépanner financièrement. Et en fait, je suis une passionnée de pâtisserie. Je me suis rendu compte que j'étais une passionnée de pâtisserie, et ce depuis plus de 10 ans. En fait, j'ai un parcours j'ai plusieurs casquettes. J'ai une maîtrise de gestion de personnel, j'ai été commerciale, je suis enseignante aussi. Et en fait, j'ai eu envie de mettre ces 3 casquettes au service de ma passion. Et l'idée est venue, en fait, je suis à 15 km de Metz. C'est le genre de prestation de la pâtisserie haut de gamme qu'on ne trouve pas à la campagne. Et donc l'idée, c'était de proposer à la campagne et puis dans Metz, de proposer une pâtisserie différente, sur mesure. C'est-à-dire que le client m'appelle, me dit ce qu'il veut et je le produis. Voilà, donc j'associe le client, au départ en tout cas, à sa commande. Monsieur Braz, est-ce que vous voulez peut-être nous dire quelques mots sur ce qui a motivé votre projet? Oui, donc moi j'ai toujours été salarié donc dans des grands groupes français ou au Luxembourg. Et en fait, suite à 2 expériences tout simplement qui se sont mal passées, je me suis lancé le défi en fait de créer mon entreprise et finalement d'être mon propre patron et donc de prendre mes risques à moi et pas les risques d'autres groupes en fait. Voilà. Madame Georges, un petit mot, puisque Madame Decker et Monsieur Braz, en fait, vous avez créé une entreprise. Vous, Madame Georges, vous l'avez reprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous êtes arrivée à la reprise de cette entreprise? Quel a été votre cheminement? Alors en fait, je travaillais en extra dans ce restaurant. Vous étiez donc salariée de l'entreprise que vous avez? J'étais salariée et en fait, c'était en plus de mes études. Donc je travaillais là-bas juste en complément. Et sortie du lycée, ils ont décidé de vendre. Et donc j'ai eu l'opportunité et surtout la situation du restaurant qui faisait que je pouvais pas laisser l'opportunité partir comme ça, quoi. Juste en bas de la cathédrale, c'était impossible pour moi de laisser une si belle opportunité partir, quoi. Et comment ça s'est passé en fait? Vous pouvez nous expliquer un petit peu le déroulement? Est-ce que c'est les propriétaires qui vous ont proposé de reprendre? Est-ce que c'est vous qui avez fait la première démarche? Comment vous en êtes arrivé à reprendre? Comment la première discussion s'est présentée? En fait, quand je sortais du lycée, j'étais en train de créer mon auto-entreprise pour faire un traiteur. Et quand ils ont appris ça et qu'eux voulaient revendre, ils m'ont dit, avec l'apport que tu veux mettre dans ton auto-entreprise, essaie de voir avec la banque s'ils peuvent pas faire, tu peux pas faire un emprunt pour nous racheter, quoi, parce que... Et donc c'était l'occasion... C'est pas que je veux pas avoir mon restaurant, hein. Mon restaurant il me plaît, il est à mon image, mais à la base c'était pas ma carrière, quoi. C'était pas le vrai objectif. Après ça me permet d'apprendre plusieurs choses, ça me permet d'apprendre tout ce qui est documentation, gestion de personnel. C'était une belle opportunité, quoi. D'accord.
Quand on organise, vous avez certainement déjà participé à des réunions d'information à la Chambre de commerce et d'industrie, on insiste souvent sur un point, c'est le soutien familial. Souvent on vous en parle et souvent on évoque avec vous que la création d'entreprise c'est quand même un parcours et d'avoir un soutien de la part de votre entourage, c'est un facteur qui est important. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Comment a réagi votre entourage? Est-ce que vous avez été soutenu? Est-ce que votre entourage a été plutôt, alors entourage au sens large du terme, familial, amical? Est-ce qu'ils ont été surpris? Quelles ont été les réactions autour de vous? Et est-ce que vous êtes véritablement soutenu et est-ce que ça compte? Ça fait 3 questions, mais on va reprendre par la première. Comment a réagi votre entourage? Moi, personnellement, c'était très positif. La preuve, c'est eux qui m'ont donné un petit coup de main sur l'apport parce que la banque voulait beaucoup plus que ce que j'avais à la base pour mon traiteur. Donc après, niveau familial, j'ai eu beaucoup de soutien. Après, niveau amical également parce que mon responsable de salle et ma gestionnaire de salle, c'est mes 2 meilleurs amis. Donc en même temps, je travaille avec mes amis, donc je peux pas rêver mieux, quoi. Monsieur Braz? Moi, j'ai eu un soutien plutôt complet de mes proches, qu'ils soient famille ou amis. J'ai pas spécialement d'enfants, mais c'est vrai que mon conjoint m'a beaucoup soutenu sur la première année d'activité, voire encore aujourd'hui. Et c'est vrai que si je n'avais pas été dans cette situation-là, je ne me serais peut-être pas lancé, parce que c'est quand même prendre un risque. Donc voilà, c'était quand même assez mesuré et voilà. Sinon j'ai eu l'aval de toute ma famille et sa famille aussi, donc voilà, j'y allais serein. Moi en ce qui me concerne, soutien aussi familial, mes 3 enfants qui parce qu'il a fallu aussi que je passe mon CAP puisque c'est obligatoire pour être pâtissière. Donc j'ai passé mon CAP en candidate libre. Voilà, et en fait mes 3 enfants ont suivi, ils sont encore jeunes mais ils ont suivi. J'ai un ex-mari mais qui m'a suivi aussi, comme quoi. Et puis oui, familial effectivement, familial et puis amical aussi. Ouais. Parce qu'il y a un côté, elle se lance. Enfin, je pense que ça a été pareil peut-être pour mes 2 acolytes. Elle se lance. Donc, oui, beaucoup de gens qui sont là, qui soutiennent et qui motivent quand il y a des doutes ou des questionnements, tout simplement. Voilà. Donc, le soutien de votre entourage était extrêmement important. Il était fort. Il a été vraiment utile pour vous. Il était important. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on dit généralement aussi lors des réunions à la création d'entreprise, c'est que créer son entreprise ou reprendre son entreprise, ça prend du temps. Hein, c'est quelque chose qui est relativement long, donc il faut être prêt aussi à y accorder beaucoup de temps. Aujourd'hui, la création ou la reprise d'entreprise, ça a eu quel impact sur votre vie familiale? Est-ce que c'est conciliable avec votre vie familiale? Est-ce que ça a été perturbant? Est-ce que vous vous attendiez à y consacrer autant de temps? Concrètement, ça se passe comment en fait pour vous dans votre quotidien? Je détiens le micro, je continue. Alors, la création, ouais, je pense qu'en fait, on s'imagine beaucoup de choses quand on commence, et en fait, mais c'est comme la vie au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'imagine pas et qui nous rattrapent. C'est sûr que moi, j'étais dispo pour mes enfants, puisque enseignante. Je ne dis pas que les enseignants ne travaillent pas, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais là aux heures auxquelles eux, ils étaient à la maison, et forcément, les rendez-vous, les sollicitations, les documents, les requêtes, etc., ça a fait que ça a été un peu compliqué au départ pour eux. Et pour moi aussi, d'ailleurs, parce que c'était un rythme auquel je n'étais pas habituée. Voilà. Et puis au quotidien, oui, forcément, il y a des choses qu'on ne prévoit pas, qu'il faut gérer. Donc ça, enfin en tout cas moi en ce qui me concerne sur mon expérience, ça m'a demandé de l'énergie et du temps. Moi de mon côté, c'est aussi de l'énergie et du temps. C'est un travail à plein temps, même si on ne travaille pas finalement à ce moment-là. Mais oui, ça m'a pris, on va dire, un an et demi à préparer mon projet et suivre ma formation et puis être aidé et puis avoir les informations nécessaires
Voilà. Dans l'idée, moi, mon projet, je l'ai fait entièrement, du site internet à la carte de visite, à la rédaction des statuts. Donc ça a pris beaucoup de temps, mais finalement, c'est aussi une part d'économie et un investissement moins important au niveau pécunier, quoi. Voilà. Madame Georges? Alors moi, j'ai fait un choix d'ouvrir 7 jours sur 7, donc automatiquement, je suis plus au restaurant qu'à la maison. Après, je vis encore chez mes parents, donc ça me permet d'avoir juste un endroit où dormir, quoi. Sincèrement, je rentre à minuit, je repars à, certes, que 10h du matin, mais bon, c'est pas les mêmes horaires que mes parents, donc automatiquement, j'y suis que pour dormir et voilà, quoi. Monsieur Brasse, vous avez parlé tout à l'heure de la préparation du projet. Donc, comment ça s'est passé en fait? On a évoqué l'idée, donc après on rentre dans une phase un petit peu plus pratique. Vous commencez à travailler sur votre projet. Est-ce que vous avez fait une étude de marché, une étude financière prévisionnelle? Enfin, concrètement, comment vous avez préparé votre projet? Alors en effet, moi je me suis entouré de toutes les informations que je pouvais récupérer, que ce soit de la part de Pôle emploi, la CCI, qui m'a orienté en fait finalement très rapidement vers une comptable qui a été très réceptive. Après cela, vu mon activité de courtier en travaux qui est assez récente, elle a une dizaine d'années, je me suis aussi intéressé au côté juridique. Donc j'ai eu des entretiens avec des avocats justement pour voir le côté juridique. Et après j'ai suivi une formation dispensée par la Fédération française de courtage en travaux, vu que c'est pas un métier qui est vraiment très existant. Il n'y a pas de formation de brevet, de BTS ou je ne sais quoi qui nous oriente. C'est vraiment des formations supplémentaires qu'on fait à notre demande, finalement. Donc voilà. Est-ce que vous avez fait un business plan? Est-ce que vous êtes passé par cette étape? Oui, la comptable, le premier jour où j'étais la voir, on a fait un business plan assez rapidement. Et voilà. Moi, dans l'idée, j'avais très peu de charges parce que j'étais à domicile. Et ça m'a permis aussi de me lancer. Et voilà, le business plan m'a permis de voir à quel moment j'allais être rentable, à quel moment je devrais je pourrais me verser un salaire. Voilà, c'était surtout le seuil de rentabilité qui m'a surtout rassuré. Et aujourd'hui, est-ce qu'il vous arrive encore de ressortir votre prévisionnel et de regarder, de comparer votre activité par rapport à ce que vous aviez prévu? Du tout. C'est une activité assez particulière, donc on essaye de prévoir le nombre de timbres qu'il nous faut à l'année, le nombre de déplacements, mais finalement c'était totalement différent dans la réalité. Des modifications aussi, je suis resté on va dire 1 an et 5 mois à domicile, et depuis peu je suis donc maintenant sur un bureau, et ça a vraiment changé mon activité et mon expérience finalement. Ouais, ça, on y reviendra après sur... je pense que c'est certainement aussi des questions que vous posez. Est-ce que vous avez intérêt à travailler à domicile, à prendre un local? Donc ça, on y reviendra parce que je crois que vous avez aussi des expériences complémentaires et intéressantes. On reviendra après un peu plus longuement sur ce point-là. Madame Decker, est-ce que vous avez fait une étude de marché? Tout à fait. Alors racontez-nous, comment ça s'est passé? Écoutez, c'est bien, puisque je me suis décidée à lancer mon entreprise. C'est que c'était positif, en tout cas c'était engageant. Donc oui, je pense que c'est indispensable, au moins déjà pour savoir si sur le papier l'idée en vaut la peine. Les idées en valent toujours la peine, mais après ça permet aussi sur le papier, que ce soit un plan d'affaires, que ce soit les chiffres permettent de pouvoir se positionner et de savoir où est-ce qu'on va. Voilà. Après, comme disait Jonathan, parfois c'est en complet décalage, mais au moins au départ, savoir juste où est-ce qu'on va et si c'est réalisable ou pas, si c'est tenable ou pas. Et puis il y a la motivation aussi de se dire je sais qu'il y a des charges qu'il faut que je paye, je sais qu'à partir d'un certain délai, je suis censée me tirer un salaire important. Quand on devient chef d'entreprise, l'idée, c'est pas de travailler pour la gloire. Voilà. Donc oui, il y a eu des chiffrages. Moi, je ressors au moins une fois par mois mes prévisionnels. Voilà. Donc oui. Moi, je me suis fait accompagner parce que c'est aussi important de ne pas partir tout seul. Et l'étude de marché, concrètement, vous l'avez faite comment?
Quelle a été votre méthode? Alors, en fait, je me suis posé des questions par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir sur une pâtisserie différente à la campagne et sur Metz. Donc, c'est déjà deux attitudes et deux questionnements différents. Et après, je me suis j'ai posé des questions autour de moi, mes amis, ma famille, les amis des amis, les amis des amis des amis. Et puis après, l'organisme qui m'a accompagnée m'a permis aussi de pouvoir poser des questions à des gens que je connaissais pas, qui étaient des anonymes et qui m'ont répondu, soit professionnellement parlant, puisque moi je m'adresse aux particuliers et aux professionnels, soit par rapport aux attentes des particuliers. Voilà. Vous avez fait un questionnaire? Oui, j'avais fait un questionnaire. Et vous l'avez distribué comment? Vous l'avez fait sur Facebook ou vous avez interrogé des personnes à la rue? Enfin, concrètement, comment vous avez fait pour recueillir en fait? Alors concrètement, en fait, j'ai communiqué donc le questionnaire aux personnes qui étaient proches, et puis après j'en ai confié une dizaine pour chaque personne qui elles les ont communiqués, les ont passés aux personnes qui étaient proches. Et puis après les organismes auxquels on s'adresse, donc l'organisme qui m'a suivi, il y a eu plusieurs sessions de réunions de chefs d'entreprise et ils ont passé le questionnaire à ces chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise pour savoir quelles étaient leurs attentes. Est-ce que vous vous souvenez un peu du genre de questions que vous avez posées à vos futurs clients? Alors, qu'est-ce que vous avez cherché à savoir en fait? En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir la démarche qu'on a quand on cherche une pâtisserie. Pour quelles raisons est-ce que vous faites appel à un pâtissier? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pâtissent à la maison, qui font plein de choses. Quelle est la démarche quand vous allez chez un pâtissier? Pourquoi est-ce que vous allez? Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à tata, mamie ou vous de le faire, par exemple? Donc, à partir de quelle démarche est-ce que vous allez à l'extérieur et que vous allez chercher quelque chose? Pour quelles raisons, par exemple? Est-ce que ça peut être, je sais pas, moi, un mariage, une communion, un anniversaire, enfin voilà. Quelle attente est-ce que vous avez d'un prestataire d'un prestataire à métier de bouche? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Combien de kilomètres est-ce que vous êtes prêt à faire pour aller chercher la pâtisserie que vous avez envie d'avoir? Voilà. Des questions comme ça, assez précises, pas trop de... Alors, quelques questions ouvertes, on va dire, qui laissent aussi la part, justement, à la possibilité de pouvoir avoir des idées par rapport à ce que les gens suggèrent, mais pas mal de questions fermées qui permettent de pouvoir finalement cerner les besoins des personnes, et puis surtout, est-ce que ça répond à mes questionnements ou pas? Très bien. Madame Georges, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour vous comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes fait accompagner? Comment vous avez préparé votre projet? Alors moi j'ai racheté l'entreprise, donc j'ai pas du tout racheté un fonds de commerce. Donc j'ai dû créer une holding qui a racheté une entreprise qui était déjà existante. Donc tout ce qui est business plan, les choses comme ça, on se base plus sur ce qui a déjà été fait sur l'entreprise. Donc j'ai pas du tout eu de démarche de questionnement à faire. En plus, j'y travaillais, donc je savais très bien les attentes de mes clients ou sur quelle base je devais m'appuyer. Et après, donc j'ai été directement à la banque. Donc moi, j'ai pas fait les choses vraiment carrées. Donc j'ai d'abord été contacter ma banque, qui m'a tout de suite dit oui. Et ensuite, j'ai été voir la Chambre des commerces pour voir si je pouvais avoir un apport pour avoir un fonds de trésorerie un peu plus important. Mais j'ai vraiment pas pris le parcours correct que tout le monde demande. Il faut d'abord passer par la Chambre des commerces, qui vous aide, Moi, j'avais déjà mon emprunt. J'ai été voir la Chambre des commerces. Je leur ai dit, écoutez, j'ai mon emprunt. Je veux juste un tout petit peu de fonds, un peu plus pour être un peu plus à l'aise. Et je suis passée comme ça, quoi. J'ai vraiment pas, j'ai pas le parcours. On reviendra après sur le financement. Mais je crois que vous avez participé à un crash test à la CCI. J'ai participé à un crash test. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots, en quoi ça vous a été utile, enfin un petit peu comment ça s'est passé? Alors en fait, le crash test, ça vous permet de prendre un peu d'assurance sur votre projet. On vous questionne pour voir si vous avez bien réfléchi votre projet et si vous êtes conscient de tous les points qu'il faut connaître et il faut accentuer pour la réussite de ce projet. Après, ça dépend de vos réponses aussi. Si vous êtes trop hésitant, les questions, elles viennent automatiquement par le jury qui est en face. Et donc, elle va essayer pas de vous miner, mais vraiment vous montrer que voilà, une entreprise... faut l'avoir réfléchi avant de s'y lancer, quoi.
Donc le crash test en fait se réunit une fois par mois à la CCI, donc à Metz, à Sarreguemines, parce qu'il y a des personnes qui viennent peut-être de Moselle-Est, et également à Sarrebourg pour ceux qui viennent de Moselle-Sud. Et lorsque vous avez un projet de création d'entreprise, on vous propose de vous accompagner pour travailler avec vous sur votre business model, et pour valider votre modèle économique, on vous propose de rencontrer notre comité crash test une fois par mois. Donc vous avez 5 minutes pour vous présenter votre projet, et ensuite c'est un jeu de questions et de réponses avec les membres du comité pour vous apporter des recommandations, des conseils. L'objectif étant de sécuriser le modèle économique avant de passer au business plan. Donc si des personnes sont intéressées, n'hésitez pas à revenir vers nous, on pourra vous accompagner et vous proposer un passage en crash test. Donc lors du passage en crash test, vous avez toujours donc la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle qui est présente, un expert comptable et également un représentant de la Banque Populaire qui est également associé. J'avais également une question concernant la forme juridique. Souvent, les personnes, lorsque vous venez nous voir, c'est souvent une des premières questions que vous nous posez. Quelle forme juridique choisir? Enfin, vous avez souvent des questions par rapport au statut juridique. Est-ce que ça a été un casse-tête finalement pour vous? Est-ce que ça s'est décidé finalement assez facilement, assez rapidement? Ou est-ce que ça a été vraiment très compliqué de choisir la forme juridique? Alors moi personnellement, j'ai vu avec mon comptable. Donc après, on a discuté sur la forme qu'on voulait choisir. Si ça me dérangeait pas de passer par le RSI, de toute façon, je pense que SARL ou SAS, c'est juste si vous voulez la RSI ou pas le RSI. Après, on s'est mis d'accord sur mes prétentions salariales que je voulais aussi ressortir de mon restaurant pour pas payer non plus trop de RSI. Et on est passé sur une SARL parce que ça convenait à ma façon de penser. D'accord, donc SARL pour vous, Madame Georges. Monsieur Bras, ça s'est passé comment pour vous? Ça a été compliqué? Non du tout, en fait moi j'avais la crainte du RSI et c'est vrai que c'est ma comptable qui m'a beaucoup rassuré. En fait on a fait plus un état des lieux de la situation et donc je pouvais prétendre justement à garder mon revenu d'activité, enfin de Pôle emploi. Et maintien des droits. Oui voilà, le maintien des droits. Et du coup c'est vrai que moi ce qui m'ouvrait les portes en fait c'était la SASU. En gardant en fait le maintien des droits et ça pouvait me permettre aussi d'assurer en fait au moins une année où je pouvais en fait lancer mon activité et puis sans me soucier un petit peu de mon salaire quoi, tout simplement. D'accord, donc la SAS unipersonnelle pour oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est vraiment, je pense que ça dépend vraiment de la situation. Tout à fait, ouais. Voilà. Ouais. Bon, après, quand on m'a dit qu'il n'y avait pas de RSI, c'était aussi un plus. Bon. Madame Decker, le choix de la forme juridique, ça a été un casse-tête? Oui, bah oui, parce qu'en fait, casse-tête parce que ma situation personnelle, parce qu'il faut, pour le statut juridique, il faut en tenir compte aussi. Hein, chacun, ouais. C'est ce que disait Jonathan, c'est-à-dire que ça vous appartient vraiment à vous, faites-vous conseiller correctement et posez des questions à différentes personnes. Multipliez pas non plus les avis, mais moi, au moment où j'ai monté mon entreprise, j'étais en instance de divorce, j'ai 3 enfants. J'ai 47 ans, enfin j'en avais pas 47 à l'époque, mais voilà, ça fait 3 ans. Donc en fait, on est parti sur une SASU en fait. Voilà. Également. Également, oui, tout à fait. D'accord. Je vous propose qu'on aborde un autre sujet, la communication. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Quels sont les leviers et les outils de communication que vous utilisez? Enfin, concrètement, comment vous avez fait et comment vous faites encore pour vous faire connaître? Madame Decker, vous avez le micro, vous voulez continuer? Alors, pour se faire connaître, donc moi, j'ai monté mon entreprise, j'ai monté mon laboratoire dans mon garage, aux normes, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Simplement, je suis à 15 km de Metz, dans un village de 700 habitants. Donc une vitrine, aucun intérêt, parce qu'il y a 3 clampins qui passent devant chez moi. Donc en fait, ma vitrine, c'est mon site internet. Donc oui, la communication a été très très importante, avec un budget com important aussi. L'année dernière, où je me suis lancée, puisque l'entreprise a été créée le 1er juillet 2016, et cette année, après, le deuxième mode de communication, enfin en tout cas moi en ce qui me concerne, ça a été les réseaux.
réseau de chefs d'entreprise. Alors voilà, ici la CCI, Synergie entre autres. Après, vous avez différents réseaux de chefs d'entreprise, mais en fait, je pense qu'il est indispensable de se rappeler au bon souvenir des personnes. C'est-à-dire que vous avez une activité, quelle qu'elle soit, c'est super d'avoir monté votre entreprise, mais si vous n'êtes pas régulièrement en train de dire coucou, c'est moi que voilà, je suis là, et ne pensez pas à quelqu'un d'autre, c'est impératif d'être présent, d'être régulièrement présent auprès des décideurs, des autres chefs d'entreprise, ou voilà. Et après, moi, comme j'ai une affinité plus particulière sur tout ce qui est atelier, team building, en fait, il y a des associations qui peuvent se faire. Moi, je me suis associée avec l'enseigneuse audio. Voilà, donc ce qui me permet de pouvoir avoir une certaine visibilité. Parce que j'organise et j'anime des ateliers régulièrement au sein de l'enseigne audio dans le pôle cuisine. Et puis parce que les gens, quand ils sont contents de ce que vous avez fait, de la prestation que vous avez faite pendant 2 heures avec eux, ils vous commandent leur entremets, alors pour un moment festif et à partager. Voilà. Mais communication obligatoire et présence sur le terrain obligatoire aussi. Donc pour vous, donc, ça a été le site internet, oui. Les réseaux et les partenariats. Et les partenariats, oui, tout à fait. Pour vous, Monsieur Brasse, quel levier vous utilisez? Alors, moi, j'ai un site vitrine sur Internet. Après, je n'ai pas dépensé, enfin, je n'ai pas dépensé 1 euro dans la communication, en tout cas Facebook ou Google. Dans l'idée, c'est une niche. Enfin, c'est quand même le courtage en travaux, ça reste un métier de niche. Il y en a très peu. En France, il y en a 600. Donc, j'avais pas forcément besoin de dépenser beaucoup d'argent pour être sur la première page de Google. Après, c'est aussi les réseaux de chefs d'entreprise, dont j'en fais partie, et c'est aussi aller voir dans d'autres réseaux un peu concurrents, échanger les cartes, et voilà. Deuxième levier que j'ai beaucoup travaillé, c'est les partenariats avec les agences immobilières, finalement, qui certains ont ouvert grand la porte sur des appartements qu'ils avaient à vendre et où il y avait des travaux à prévoir, et finalement à la vente, le client pouvait me rappeler ou pas si il était intéressé. Voilà, tout simplement. Donc c'est des partenariats aussi avec les personnes des finances, donc que ce soit courtier en travaux, courtier en prêt par exemple, voilà. Tout ce genre de personnes qui peuvent en fait apporter des affaires supplémentaires. Donc c'est aussi leur apporter un service supplémentaire et de satisfaire finalement le client. Hein. C'est vraiment du service et le but premier, c'est satisfaire le client. Donc pour vous également, ça a été le site internet et les réseaux, les partenariats, les prescripteurs. Tout à fait, tout à fait. Après, je pense que j'ai un peu négligé les réseaux sociaux et je suis depuis, on va dire, 2 mois en train de ressortir de la tête de l'eau, justement pour pouvoir faire un peu plus sur les réseaux sociaux, parce que je pense que c'est vraiment un levier qui est très très important. Voilà. Madame Georges, comment vous faites pour vous faire connaître? Alors moi, j'ai, comme je vous ai dit, la chance d'être en bas de la cathédrale, donc l'été, j'ai pas trop besoin de faire de pub ou quoi, mais après c'est l'hiver où pour publier tout ce qui est menu du midi et tout, on utilise spécialement Facebook. Après, je fais aussi des cours d'œnologie, donc à ce moment-là, j'ai dû ouvrir un site internet pour pouvoir mettre mon programme sur internet, mais sinon, il me serait vraiment inutile, quoi. Le site internet, c'est vraiment juste pour la visibilité du programme. Et sinon, je marche que au bouche à oreille parce que j'estime que les clients qui veulent venir chez moi, c'est les proches des gens qui viennent déjà. Donc je marche vraiment bouche à oreille pour que petit à petit l'entreprise prenne une importance. C'est pas qu'elle prenne une importance directe parce que après, faut employer, faut rester. C'est encore plus de vigilance, c'est encore plus. Faut rester sur ses principes et donc. Pour vous, l'emplacement a été essentiel. C'est sûr. Ouais. Quels conseils vous pourriez donner aux personnes qui envisagent de créer ou de reprendre un restaurant en termes d'emplacement? Alors en ce moment sur Metz, c'est très difficile. Sur Metz ou d'une manière générale, est-ce qu'une terrasse est indispensable? Comment doit être orientée la terrasse? Enfin, voilà, ce genre de choses que peut-être on ne pense pas quand on recherche un local, ou en tout cas lorsqu'on est dans ses premières démarches. Je pense que la chose la plus importante, et en ce moment, le centre-ville de Metz, on est en train d'en périr, c'est le stationnement. Donc c'est un endroit où vous avez du stationnement, si possible gratuit.
Le parking. Donc ça, le parking, c'est essentiel. vraiment essentiel. Là, on sait que la ville de Metz, ça refait un petit peu. On le voit sur le prévisionnel et tout. On est tous sur du moins. On se connaît tous, donc on parle tous de notre chiffre d'affaires et on prend tous une claque de 1 ou 2%. C'est rien, mais c'est très très important. 1 ou 2%, ça vous fait 1 ou 2 employés, quoi. Donc ils veulent plus d'emplois sur Metz, mais en même temps, c'est ça. Après, il faut être au courant aussi de ce que projette un petit peu la ville. Ou par exemple, si à Montigny, par exemple, j'ai appris que le Sablon voulait aussi mettre les parkings payants, ben automatiquement, je déconseillerais d'aller au Sablon, quoi. Il faut... Les emplacements idéaux en ce moment, c'est le Waves, le Muse, Saint-Julien, les nouveaux... Et la terrasse, pour vous, est-ce qu'elle est fondamentale? Est-ce que pour un restaurant, une terrasse, c'est indispensable? En été, oui. Ouais. Après, en plus à Metz, je sais pas, on aime bien la terrasse, je crois, parce que moi, je peux ouvrir ma terrasse du 1er mars au 14 novembre. Ben, si du 1er mars au 14 novembre, j'ai pas ma terrasse, ben, j'ai plus personne dans mon restaurant. Ils préfèrent aller chez le voisin qui, lui, a sa terrasse, alors que le 1er mars, il pleut. Ben, si j'ai pas le parasol qui est ouvert et la terrasse qui est de mise, ben... Je sais pas. Voilà, vous avez une jolie terrasse qui est couverte. Et en fait, elle double votre capacité d'accueil. Vous avez combien de couverts? J'ai 24 couverts à l'intérieur, 28 à l'extérieur. D'accord, donc c'est quand même un élément à prendre en compte qui est essentiel quand même. Ah, c'est sûr, la terrasse, c'est très très important. Et j'imagine aussi l'orientation de la terrasse. Tant qu'à faire, autant qu'elle soit plein sud. Il faut avoir une belle vue, faut... Voilà, après là, moi j'ai pas fait compliqué, hein. La vue je l'ai... Concernant les moyens de communication, je crois que vous avez tous les 3 une page Facebook, c'est exact? Ouais. Est-ce que vous l'alimentez régulièrement? Moi, tous les jours. Tous les jours, qu'est-ce que vous mettez sur votre page Facebook? Mon menu du midi, je change tous les 3 mois de menu, donc tous les 3 mois, il y a... Tous les 3 mois, vous changez la carte? C'est ça. D'accord. Ouais. Et tous les 3 semaines, je change mes suggestions, donc automatiquement, il y a ça. Après, il y a la fête des mères, il y a les coups de pub, donc la fête des mères, on offre le plat du jour, le menu du jour, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Ouais. Monsieur Bras, sur Facebook, est-ce que vous communiquez? Et quel type d'informations vous indiquez sur votre page? Alors, j'essaye de communiquer depuis peu, hein, comme je vous l'ai dit. La page, on va dire, Hop Service décorateur et courtier en travaux est créée depuis le début. Mais j'ai eu beaucoup de mal à l'alimenter parce que en fait, je suis indépendant et je suis seul. Finalement, j'ai pas de... Enfin, il faut créer en fait la chose qu'on vient installer sur Facebook. Donc... Après, c'est des petits conseils, des petites formations que j'ai suivies là ces derniers temps pour justement pouvoir l'alimenter plus facilement et plus souvent. Après, sur une dernière activité que j'ai lancée il n'y a pas très longtemps, c'est nettement plus simple, vu que je suis revendeur d'une marque. Eux nous donnent en fait des visuels très facilement, on n'a plus qu'à les reprendre et puis en fait finalement les partager. Donc c'est un avantage. Mais oui, c'est le travail, on va dire 2018, c'est lancer un petit peu Facebook pour pouvoir en fait avoir une espèce de communauté en fait, tout simplement. Je crois que vous avez participé à des ateliers Google très récemment. Oui, tout à fait. Lundi, toute la journée, on a été reçus par 2 employés Google très sympathiques qui nous ont permis en fait d'avoir beaucoup de clés. Alors surtout moi qui ai fait mon site internet moi-même, mes pages Facebook. Il faut suivre et puis c'est des formations gratuites qui sont dispensées. Donc finalement, c'est que du plus, c'est que du temps perdu en fait, hein, entre guillemets. Et encore, elle n'était pas perdu, hein, mais finalement c'est des outils que nous on n'a pas quand on est indépendant et ça permet en fait d'être mieux sur Facebook ou Google quoi. Et c'est très important. Florence, sur Facebook vous communiquez? Oui, une page Facebook parce que moi je travaille sur du visuel. Ouais. Il faut donner envie. Voilà, donc oui, une page Facebook et puis Instagram pour moi. Ça fonctionne pas mal aussi. Et puis après, il y a un réseau qui est bien aussi, mais vous ne touchez pas la même population, c'est LinkedIn. Ouais. Puisque moi, je m'adresse aussi aux professionnels. Par exemple, une soirée comme ce soir, pour notre image, c'est aussi quelque chose d'important puisque vous avez décidé de nous faire confiance. Et donc, en fait, un post sur LinkedIn, ça permet aussi de positionner votre activité. Alors, encore une fois, on ne communique pas et on ne dit pas les mêmes choses sur Facebook ou sur LinkedIn. Ouais. Mais ça permet de vous visualiser, qu'on vous voit régulièrement, il y a des gens qui like, il y a des gens qui partagent et tout. Voilà, donc oui, non, c'est important.
Est-ce que vous avez des retombées concrètes de la communication que vous faites sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez des personnes qui vous contactent? Est-ce que vous avez généré des affaires? Ou est-ce que c'est plus de l'image en fait que vous avez pu travailler sur les réseaux sociaux? Alors en ce qui me concerne, il y a des retombées, mais pas forcément. Le pourcentage n'est pas forcément très important. Quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est réseau et qui s'est occupé de mon site internet dit qu'en fait, il ne faut pas se leurrer, sur Facebook ou sur LinkedIn, vous ne vendrez pas. Voilà, c'est son avis. Bon, il est pro dans tout ce qui est réseaux sociaux, entre autres et tout. Mais ça permet d'être présent. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est une autre manière d'être présent. Il y a la présence physique, il y a la manière, enfin voilà, ce que vous êtes et ce que vous dégagez qui va faire quand vous êtes physiquement quelque part, les gens vont avoir envie de faire appel à vos compétences ou pas. Et puis il y a le côté coucou, voilà, sur les réseaux, je suis encore là, voilà ce que je fais, voilà ce que je sais faire, voilà qui me fait confiance, voilà où est-ce que je vais, voilà, enfin voilà. Donc je crois pas que ça soit, si il y a des gens qui m'ont envoyé via Messenger en disant bah voilà votre gâteau je l'aime bien, est-ce que vous faites le même pour tant de personnes? Mais c'est pas un pourcentage très élevé. Ouais. Voilà. Mais ça permet d'entretenir et de régulièrement, enfin en tout cas en ce qui me concerne, régulièrement dire bah voilà, voilà ce que je fais et voilà à quoi ressemble ma vie d'entrepreneur. Monsieur Braz, Madame Georges, ça vous prend combien de temps? Par jour, par semaine, je ne sais pas comment il faut le compter, de vous occuper des réseaux sociaux. C'est quel temps vous y consacrez? Je ne saurais pas quantifier finalement. Ouais. Ça va être dès que j'ai 5 minutes, je vais y passer, je vais penser à poster quelque chose ou alors à programmer un post. Après, c'est vrai qu'on va dire que les réseaux sociaux, c'est une présence. C'est pas forcément pour vendre, mais c'est vraiment une présence et puis c'est un gage en fait de qualité, enfin et puis de vision et puis les gens en fait ils nous suivent finalement sur nos activités diverses. Par contre, sur le site internet, moi j'ai beaucoup de retours. La moitié de mes clients sont passés en fait directement sur mon site internet et m'ont contacté via mon site internet. Donc voilà. Pour vous, Madame Georges, en fait, c'est plus organisé, je dirais, puisque tous les jours vous vous astreignez à diffuser une information. Bah, c'est important aussi pour dégager aussi du temps, parce que le problème c'est que quand vous mettez un menu du midi ou quoi, des fois vous avez des clients qui vous appellent directement au restaurant. Et franchement, mes employés n'ont pas que ça à faire de répondre au téléphone. Écoutez, c'est ça le menu du midi aujourd'hui. Si vous en avez 10 appels, on a des clients aussi présents au restaurant. Donc, on a une activité qui est un peu différente de toutes les autres activités. Donc, quand on est présent sur notre lieu de travail, c'est vraiment parce qu'on a du travail à faire et on n'a pas forcément le temps de décrocher. Donc, ce qu'on fait, c'est que normalement, ils mettent même pas 2 minutes sur Facebook, mais tous mes employés ont accès en fait à ma page Facebook. Et dès qu'on a le temps, de toute façon, on a une moyenne d'âge qui est de 24 ans, donc on est tous sur nos portables assez régulièrement. Donc il n'y a pas. Donc pour vous, c'est un gain de temps aussi, les réseaux sociaux. Ah oui, c'est un gain de temps, c'est considérable. Même pour les cours d'œnologie, les choses comme ça, les gens ils vous envoient. Après, vous donnez juste l'adresse mail, ils vous envoient un mail et vous le traitez quand vous avez vraiment le temps, parce que c'est. Et vous faites des campagnes Facebook? Personnellement, non. Monsieur Braz, non? C'est peut-être des choses à venir? Ça fait peut-être partie de vos projets de 2018 Exactement, en fait, j'en ai pas fait jusqu'à aujourd'hui, mais c'est prévu justement dans les prochaines semaines, justement pour augmenter en fait votre présence. le nombre de likes et le nombre de personnes qui nous suivent, en fait, tout simplement. On va revenir à des choses un peu plus, je dirais, matérielles. Je voudrais qu'on revienne un instant, on en a parlé tout à l'heure, sur votre local. Donc, Madame Georges, forcément, vous avez un local, donc voilà, l'activité oblige. Monsieur Braz, Madame Decker, en fait, comment ça s'est passé? Est-ce que, lorsque vous êtes posé la question, travailler à domicile, prendre un local, voilà, quel a été votre choix et quels ont été les arguments qui ont guidé votre choix? Travail à domicile ou alors de louer un local quand on a une activité de service? Je vais commencer. Donc du coup, moi j'ai commencé mon activité à domicile, ce qui m'a permis en fait de faire beaucoup d'économies, en tout cas en supprimer une charge. Après, c'est une activité, enfin l'activité est donc présente à la maison. Donc dès qu'on est à la maison, forcément on travaille. Je pouvais travailler jusqu'à 2-3 heures du matin, envoyer des mails à 2-3 heures du matin.
récemment, donc, j'ai changé mon fusil d'épaule, alors, ce qui m'a permis aussi, je pense, de résister en fait pendant 1 an et demi. Hein, cette économie. Mais depuis que j'ai donc mon bureau, j'ai des horaires. Je commence à 8h, on va dire. Je finis à 19h au grand maximum, sauf si j'ai une urgence. Et quand on rentre à la maison, c'est quand même un plaisir de ne pas avoir l'ordinateur sous les yeux et ne pas avoir la tentation de travailler encore jusqu'à minuit, 1h. Et finalement, on vit nettement mieux. Puis vous avez bien choisi votre local. Hein. Vous pouvez nous dire où vous êtes installé. Hein. Oui, alors donc du coup, je suis tombé sur une opportunité en or, on va dire, parce que déjà le loyer n'est pas très important. Donc c'est une péniche en fait, c'est un bureau que je partage, voilà. Donc on est à 10 minutes du centre-ville à pied, à 5 minutes du centre-ville à vélo. En face, on a le FC Metz, donc c'est plutôt intéressant. On a un parking gratuit et on est entouré de la verdure et des animaux, en fait, finalement. Donc c'est un cadre très, très apaisant et très sympathique. On imagine. On a vu la photo tout à l'heure, d'ailleurs, sur votre présentation. Madame Decker, en fait, comment s'est fait le choix pour vous ? Ça s'est imposé tout simplement, c'est-à-dire que alors moi je voulais en fait l'activité de pâtisserie, je voulais pas dépendre de quelqu'un parce que je m'y suis mise tard, donc je voulais travailler toute seule, en tout cas être mon propre patron, d'où la raison pour laquelle j'ai monté mon entreprise. 3 enfants, les horaires des métiers de bouche, hein, que ça soit restaurateur ou quand on produit, etc., c'est compliqué. C'est-à-dire que techniquement, je ne pouvais pas partir de chez moi pour être quelque part à 4h du matin. Alors après, moi, j'ai pas de boutique, je peux travailler comme je veux et aux horaires auxquels je veux. Simplement, je me devais d'être là pour mes enfants, puisque je suis toute seule et que c'est moi qui les élève. Voilà. Donc, et plus effectivement, l'économie d'un loyer. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis décidée à installer mon laboratoire dans mon garage. Voilà, donc un laboratoire aux normes, évidemment. Et c'est ultra compliqué. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas d'horaire. Il n'y a déjà pas d'horaire dans le métier au départ. Alors c'est un avantage, c'est-à-dire que si je me lève à 3h30 ou 4h du matin pour commencer à travailler, après je gère mes enfants de 7 à 8 ou de 7 à 8h30. Ça veut dire que quand je me suis levée et que j'ai commencé à travailler à 4h, quand je m'occupe d'eux à 7h, ça fait déjà 3 heures que je suis en production. Après, il faut gérer certaines choses, le quotidien, hein, c'est-à-dire, alors ils sont pas là la journée, hein, mais il faut aussi gérer l'administratif, les papiers, les rendez-vous, parce que être présent dans les réseaux, ça veut dire que vous prenez 1 ou 2 heures physiquement pour être présent dans les réunions de chefs d'entreprise ou les réseaux, donc ça veut dire que c'est là où vous produisez pas, forcément. Voilà, donc, mais le choix s'est impérativement imposé à moi, c'était de toute façon chez moi. 1 pour ma vie personnelle et privée, et 2 surtout parce que ça permettait d'économiser, ou en tout cas de ne pas dépenser dans le loyer d'un local, en sachant que dans les périodes très denses, je peux travailler jusqu'à 1h ou 2h du matin, et que très sincèrement, quand j'ai couché mes enfants, reprendre la voiture pour aller retourner au local, travailler encore 3 ou 4 heures à 9h ou à 10h du soir, il y a un moment où... on le fait plus. Ouais, non, pas envie. Pas envie, voilà. On va aborder un autre sujet, une question que certains d'entre vous, j'imagine, se posent, le financement de la création d'entreprise. Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça a été des démarches très longues? Comment ça s'est passé pour vous? Madame Georges, vous voulez démarrer? Ou Florence, comme vous voulez? Ouais. C'est pas juste parce que je sais pas si c'est la chance ou quoi. Moi, j'ai été suivie par la Banque Populaire. C'est ma banque personnelle, j'y suis allée. J'ai demandé, ils m'ont dit oui, j'ai pas... C'est formidable, quoi. Vraiment, après, c'est... Si vous avez... je sais pas, si votre projet tient la route, si vous l'avez bien réfléchi, si vous montrez que vous avez les capacités de le gérer, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Moi, franchement, j'ai pris la Banque Populaire, ils étaient déjà partants et tout. J'ai été demandé à une autre société, ils m'ont dit 24 ans, on ne suit pas les jeunes. Donc après, je me dis, bon, de toute façon, je vais aller comme ça parce que j'ai pris 2 rendez-vous et je tiens mes rendez-vous, donc je le fais, mais
Après, j'ai été voir la Banque Populaire. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci, on vous suit. Après, c'est toute une démarche à la Banque Populaire. Moi, je sais que je crois que j'ai vu tous les patrons du patron. J'ai eu 3 rendez-vous. D'abord avec la première conseillère, elle m'a dit bon, on va te suivre, on va essayer. Après, elle dit mais par contre, il faut voir mon responsable. Donc après, j'ai vu le responsable, je lui ai expliqué et tout. Mais si vous avez la connaissance du métier, vous avez un petit peu, après c'est ça, bon, je suis désolée, il faut un petit peu avoir, faire des belles paroles, montrer qu'on a les techniques, qu'on a tout le langage du savoir métier. Convaincre. C'est ça. Moi je sais qu'ils ont voulu me bloquer pour dire non mais vous savez pas cuisiner alors que c'est mon domaine. Bah, je leur ai peut-être préciser que vous avez une formation, moi, j'ai fait un BTS en hôtellerie, mais ils ont essayé de me bloquer là-dessus. Je leur ai dit 2-3 mots techniques sur la cuisine. Bah après, ils venaient même plus sur le sujet parce qu'ils savaient très bien que automatiquement j'allais lui ressortir des mots que lui-même ne comprenait pas. Donc, disons que dans votre domaine d'activité, être cuisinier, c'est essentiel. Oui. Moi, j'ai des connaissances en gestion, en hébergement, en service et en cuisine grâce à mon cursus. Mais après, si vous montrez que vous avez envie, que vous avez un beau projet, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Monsieur Braz, pour vous, comment ça s'est passé ? Alors, moi, j'ai pas eu besoin d'un prêt. Enfin, j'ai pas eu besoin d'un prêt parce que je l'ai pas forcément voulu et je l'ai pas forcément obtenu. Dans l'idée, j'ai du service, j'avais un ordinateur, une imprimante, une voiture. C'était les outils essentiels qu'il me fallait et c'était aussi la possibilité de pouvoir me lancer et de ne pas prendre trop de risques financiers justement. Dans l'idée, j'ai quand même rencontré quelques banquiers. Finalement, ça permet aussi de présenter son projet et finalement de passer un entretien d'embauche. Finalement, il faut se vendre et finalement à la réaction des banquiers ou des comptables, on voit si le projet il peut aussi aboutir ou si on peut, enfin s'ils ont des conseils à nous donner, ils nous donnent des conseils aussi. Donc voilà. Donc c'est vraiment, j'ai financé mon entreprise avec des deniers personnels. Donc en tout état de cause, ces entretiens, toutes ces démarches, même si vous n'avez pas forcément besoin d'un prêt et que vous pouvez autofinancer votre projet, sont des démarches qui sont utiles en tout état de cause. Tout à fait, oui. Pour rien qu'avoir une vision autre que la nôtre et celle de nos proches finalement. C'est des gens qui sont dans la finance et qui peuvent aussi bien nous aiguiller. Madame Decker, pour vous, ça s'est passé comment ? Alors... ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que reconversion professionnelle, parce que situation personnelle, j'y reviens, je suis désolée, mais vu que je montais mon laboratoire chez moi, en divorce, pas forcément peur des banquiers par rapport à la maison et quid du labo quand le divorce sera prononcé. Donc en fait, moi j'ai obtenu mon CAP au mois de juillet, j'ai commencé mes démarches auprès des banques au mois d'octobre, j'espérais pouvoir commencer au mois de mai de l'année suivante et en fait la société a été matriculée au mois de juillet de l'année suivante et donc j'ai commencé au mois de septembre de l'année suivante puisque après il fallait qu'elle soit immatriculée et que j'ai un prêt pour pouvoir commencer les travaux, ce qui est normal. Voilà. Donc en fait j'ai fait une dizaine de banques à peu près, où j'ai essuyé des refus systématiquement. Faut savoir que dans notre domaine, je parle de la restauration, enfin métier de bouche, restauration, ils sont particulièrement prudents. Et il faut un apport plutôt conséquent. Voilà. En tout cas, moi, quand j'ai monté mon laboratoire, après, je ne sais pas si les consignes sont différentes aujourd'hui, mais voilà. Il y a eu 2 banques qui ont décidé de me faire confiance et je n'ai pas forcément choisi la meilleure. Voilà. Voilà. Mais ça a été compliqué. On va également parler un petit peu de l'organisation de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu une journée type ? Aujourd'hui, comment se passe une de vos journées ? À quelle heure vous commencez à travailler ? Est-ce qu'il y a des tâches récurrentes ? Est-ce que le matin, vous vous dites, le matin, pendant 1 heure, 2 heures, je fais l'administratif, ou le matin, je prends mes rendez-vous, je vais voir mes fournisseurs, je vais voir mes partenaires. Enfin, quelle est une journée type ? Concrètement, comment se déroule votre journée ? Je ne sais pas qui veut démarrer. J'ai le micro, je continue. Alors non, pas de journée. Enfin, le matin, je me lève, je sais ce que j'ai à faire jusqu'à la fin de la journée, enfin comme beaucoup de personnes, quoi. Quand il y a de la production, ça peut être des matins tôt. Je peux être donc, comme je disais, au labo entre 4 et 5 heures.
L'administratif, c'est à faire régulièrement parce qu'on est vite submergé. Donc souvent l'administratif, moi je le fais le soir quand j'ai mes enfants et que ça navigue dans la maison, qu'il y ait des devoirs, etc. Je fais aussi les miens, j'en profite. Et j'essaye en règle générale de ne pas être au labo le soir. L'année dernière, ça a été dantesque parce que l'organisation a été compliquée à mettre en place. Cette année, j'arrive en tout cas à trouver une organisation qui fasse que je peux être là quand mes enfants sont là. Voilà, donc l'administratif en règle générale le soir, quand ils sont là et qu'eux aussi travaillent. Et puis la production, c'est surtout souvent à partir du mercredi et fin de semaine, puisque souvent les commandes, que ce soit commandes d'entreprise ou commandes particuliers, c'est souvent en fin de semaine. Et puis les débuts de semaine, présence sur le terrain pour vendre en tout cas mon entreprise auprès des chefs d'entreprise ou des décideurs, ou enfin voilà, dans les réseaux. Quand on parle d'administratif à faire, c'est un mot un petit peu général qu'on utilise, il y a de l'administratif à faire. Concrètement, c'est quoi l'administratif? C'est de passer des commandes, est-ce que vous faites vous-même un minimum de comptabilité? Concrètement, non, ça alors moi correspond à quoi? Moi, j'ai un expert comptable. Enfin, j'ai opté pour un cabinet de compta parce qu'il y a un moment où chacun son métier. Chacun son domaine de compétences et je préfère confier ma comptabilité à quelqu'un de compétent. Voilà, donc la compta, non. Par contre, moi, c'est des factures, des devis. Ça peut être des fiches recettes, par exemple, sur des ateliers la veille pour le lendemain, quand je suis chez Audio, par exemple, ou qu'il y a parce que je fais aussi des ateliers dans mon laboratoire. Et puis du classement, parce que c'est aussi important de faire du classement. Voilà, éviter d'avoir vos factures qui s'empilent, parce qu'il y a un moment où on ne sait plus où on en est. Et voilà, donc voilà, c'est basique, mais indispensable à faire. Pour vous, Monsieur Braz, comment se passe la journée en fait? Comment vous êtes organisé? Alors, il n'y a pas de journée type. J'ai un rendez-vous dans la semaine que je tiens, c'est le jeudi matin pour le réseau d'affaires. Sinon, après, la semaine s'organise comme elle vient finalement. Mes clients, souvent, ils travaillent, donc j'organise mes rendez-vous chez eux quand ils sont disponibles, et je me rends assez présent s'il faut aller un dimanche ou un soir. Je le fais de temps en temps, rarement, mais je le fais. Après, les journées de semaine, c'est souvent avec des prescripteurs, des apporteurs d'affaires ou des partenariats. Justement, on peut se permettre parce que finalement, ils sont là pour travailler et finalement, ça permet aussi de faire des passerelles entre des activités et d'autres. Et voilà. Après, pour tout ce qui est compta, j'ai pris aussi une experte comptable parce que je ne suis pas comptable. Je prends une demi-journée par semaine. En général, c'est le vendredi matin ou le vendredi après-midi où justement je classe mes factures de la semaine, mes devis, mes machins, et je le mets dans le classeur. Voilà. Et je le ramène tous les mois à ma comptable. Et tout est bien rangé. Oui, c'est ça. J'essaye de faire au mieux, en tout cas. Mais c'est important. Hein. Oui. Après, c'est beaucoup d'organisation. Moi, je suis souvent sur la route, donc dans ma voiture, j'ai des fiches trajet et je note tout ce que je fais. Au début, je les retenais, je les notais le soir, mais on a tellement de choses à retenir quand on est indépendant et seul, finalement, que un bout de papier, ça nous sauve un petit peu, puis finalement, on se libère l'esprit et puis on peut penser à autre chose. Finalement, au lieu de dire, ce matin, j'ai été chez la comptable, ensuite j'ai été au réseau, ensuite j'ai été au bureau, etc. Donc ça permet aussi de se libérer l'esprit. Mais c'est vraiment beaucoup d'organisation qu'il faut avoir, en fait, tout simplement. Très bien, Madame Georges, pour vous, une journée type, ça se passe comment au restaurant? Vous arrivez à quelle heure? Alors moi, je vais vous faire rêver. Ce que vous avez fait avant aussi. Je vous dis tout de suite. Parlez-nous de ce que vous avez fait aussi Alors moi, généralement, c'est lever 9-10 heures. Ça fait rêver quand même. Je prends 2-3 appels. Ça dépend. Des fois, je suis réveillée à 8 heures. Ça dépend comment mes commerciaux ils ont décidé de me réveiller. Donc, des fois, c'est cool. Des fois, c'est moins cool. Là, ce sont vos fournisseurs. Vous parlez de vos fournisseurs. Un peu tout le monde, quoi. Après, donc, j'arrive au restaurant à 11 heures. Et là, c'est au petit bonheur la chance. Soit vous arrivez, il n'y a personne, donc vous avez le temps, vous descendez, vous faites votre petite mise en place tranquillement. Soit comme ce matin, vous avez donc
2-3 stagiaires, anciens stagiaires qui viennent, donc vous êtes gentils, vous les accueillez. Ensuite, il y a vos fournisseurs qui viennent faire la livraison, donc vous rangez la livraison. Ensuite, vous avez la commerciale qui vient, qui dit « Non, mais on n'a pas regardé ça pour ça. » Hop, allez, vous reparlez. Donc ça, tout ça en une demi-heure, vous devez pointer ça, parce qu'à 30, mes employés mangent. Donc il faut que je leur fasse à manger. Donc après, ils mangent. C'est après le service est parti. Vous déjeunez avec eux? Toujours. Voilà, c'est important. Ça, c'est très très important. J'ai des employés, donc pour cohésion d'équipe. Vous pouvez peut-être nous dire combien de salariés vous avez? J'ai 3 salariés, donc à temps en CDI. Et après, sur l'été, on est à 6. Donc c'est très important. Ça fait une cohésion d'équipe, surtout en restauration, où si vous vous entendez pas, salle et cuisine, c'est très très compliqué. Après, parce que la cuisine va essayer de mettre à mal vos employés en salle, donc c'est beaucoup de social. Ensuite, j'essaie de caser tous mes rendez-vous l'après-midi. Après, c'est un choix personnel. Donc, j'ai pas de coupure. Généralement, elle dure 2 heures. Pour mes employés, moi, c'est rare. Je cours chez le comptable, je cours un peu partout, chez Métro s'il faut dépanner, si le fournisseur a oublié quelque chose ou quoi. Et après, c'est reparti pour le soir. Pareil, c'est au petit bonheur la chance, ce que je trouve au restaurant. Il y a les doléances des employés. Vous avez tous été employés, je pense. Vous verrez quand vous êtes patron, les doléances que vous avez avec vos employeurs, c'est vous qui les recevez. Donc faut appeler le comptable, dire il faut l'attestation pour lui pour ça, il n'a pas eu son remboursement mutuel, pourquoi? Parce que bien sûr, il ne peut pas le faire personnellement, l'employé, ça il ne connaît pas. Appelez-lui la mutuelle, ça c'est toujours vous qui devez le faire. Donc c'est plein de choses comme ça, c'est plein de choses qui s'ajoutent. Généralement, je finis vers minuit. Et après, soit vous décidez de sortir et vous regrettez le lendemain matin, soit vous décidez d'aller rentrer sagement chez vous. Ça dépend les soirs, ça je ne peux pas vous dire. Alors ce qui est compliqué, c'est sûr que sur la première année, on est parti du principe avec le comptable qu'on va tester. Donc, c'est aux capacités de vos employés. Donc, soit vous en demandez beaucoup à vos employés, mais malheureusement, ils vont être très fatigués, donc moins performants. Soit, il faut prendre plus de personnel et progressivement, faire un choix, quoi. Lui, je le garde pas. Pourquoi c'est aux capacités de chacun. Après, j'avais un regard sur la société parce que ceux qui avaient la société juste avant, ils étaient trois patrons qui se prenaient un bon salaire, ils payaient le RSI, plus ils avaient 3 employés et ils n'ouvraient pas 7 jours sur 7. Moi, je me retrouve à 4, on ouvre 7 jours sur 7 et donc j'ai des charges qui sont beaucoup moins importantes que eux. Après, c'est sûr que moi, je ne me suis pas fait avoir parce que l'URSSAF, je l'ai payé tout de suite, par exemple. Ça fait que vous avez peut-être la chance de ne pas le payer pendant 3 ans, mais au bout de 3 ans, c'est la surprise. Moi, je l'ai payé dès le premier jour, je savais que j'avais l'URSSAF. Vous parlez d'exonération acre. C'est ça. D'accord, c'est 1 an d'exonération. Alors que moi, qui n'est pas totale, c'est pas une exonération totale. Oui, mais ils ont moins de charges URSSAF et... Donc au bout d'un moment, vous avez la surprise, quoi. Moi, je ne l'ai pas eu parce que ça faisait 5 ans que la société était créée. Donc moi, il y a plein d'avantages que vous allez avoir le droit que moi, je n'ai pas eu parce que j'ai racheté une entreprise et je n'ai pas créé une entreprise. C'est un choix personnel parce que ça me permettait d'aller plus vite dans les démarches. Mais après, comme je vous dis, ça m'a bloqué certaines portes qui pouvaient peut-être m'aider à grandir plus vite, mais chose que je n'ai pas voulu non plus, quoi. Alors moi j'ai eu une difficulté très particulière justement avec l'URSSAF. En fait moi j'ai monté ma société en février 2017 et dès le lendemain en fait l'URSSAF a créé mon compte alors que je me versais pas de salaire. Et quand on ouvre un courrier le samedi, on prend une grande décision aussi, c'est de ne plus ouvrir de courrier le week-end. Quand on vous réclame 9 000 € au bout d'un mois d'activité, ça fait mal. Ça s'est résolu au bout d'1 an et demi, mais à se batailler avec les huissiers qui viennent toquer à la porte quand même. C'est quand même assez difficile.
pour qu'au final, en fait, un jour, un beau jour, et on sable la bouteille de champagne presque, on reçoit un courrier en nous disant que le lendemain de la création de l'entreprise, le compte a été fermé parce qu'en effet, c'était une erreur. Voilà. Mais c'est des choses, c'est vraiment invivable, entre guillemets, parce que quand on reçoit des courriers de menaces, c'est difficile, quoi. Même si les huissiers, quand on leur ouvre la porte et qu'on leur explique le cas, ils comprennent et finalement, ils nous aiguillent aussi. Et voilà, c'est du temps, c'est l'administration et ça se passe bien au bout d'un certain temps. Et des sueurs. Et des sueurs, oui, tout à fait. Bon, je vais commencer à me verser un salaire à partir de ce mois-ci, on verra bien, on verra bien la réaction de l'URSSAF. Rebouteille de champagne alors. Oui, je pense. Oui. Bon, après, c'était le risque à prendre et voilà, on a serré un petit peu les dents et puis tout vient à point quand on sait attendre. Vous vouliez rajouter quelque chose, Madame Decker, sur les principales difficultés? Alors, en ce qui me concerne, sur mon activité, c'est les délais de paiement et la trésorerie. Voilà, parce que, alors avec les particuliers, il n'y a pas de souci. Dès que vous travaillez avec des entreprises ou avec, excuse-moi, et encore, c'est pas les pires, les restaurateurs ou les traiteurs. C'est des délais de paiement qui sont très compliqués à gérer. Quand vous avez des entreprises qui font appel à vous sur une facture qui peut représenter 900 ou 1000 euros et qui vous paye à 30 jours fin de mois le 10, et au niveau de la trésorerie, waouh, c'est lourd. Voilà. Donc c'est ça la plus grosse difficulté que j'ai eu à gérer et que j'ai encore du mal à gérer encore aujourd'hui, c'est les délais de paiement. Alors, on a effectivement un site internet qui s'appelle opportunet.net sur lequel vous allez pouvoir retrouver des offres d'entreprises à céder. Donc, si vous êtes intéressé par la reprise d'entreprise et si vous recherchez une entreprise à reprendre, vous pouvez consulter des offres sur ce site internet. Donc, c'est un site internet qui a été créé par les CCI du Grand Est. Donc, vous allez retrouver des offres sur toute la Lorraine, toute l'Alsace, le Luxembourg et très prochainement également des offres pour la Champagne. Bonne question, parce que je l'ai faite il y a 3 ans ou il y a 3 ans et demi, donc je serais plus capable de vous répondre comme ça. Je suis désolée. J'ai peut-être dû distribuer une 50aine de questionnaires, entre 50 et 70 à peu près. Je les ai tous récupérés. Et puis après, vous cochez, quoi. Après, voilà, aujourd'hui, ça s'appelle bien oser. Il y a un moment où vous l'avez au fond de vous. C'est au fond de vous. Alors, évidemment, sur les 50 ou les 70 questionnaires, s'il y avait eu des questions... Enfin, je veux dire, il y a des choses parfois... Il y a parfois des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, très clairement, même quand on a envie de créer. Et puis, il y a des choses qui s'imposent. Voilà, si sur un panel de questions, vous avez des non partout ou des oui, enfin voilà, vous vous dites non, mais là, je ne suis pas sur la bonne route, il faut que je change de chemin. Mais il y a un moment où on y va, quoi. On se lance. Si ça va dans un certain sens, en avant, quoi, en avant. Je dirais que si vous arrivez à une 50aine de questionnaires, c'est bien. Par contre, après, tout dépend aussi de qui vous a répondu. Parce que si c'est votre conjoint, votre meilleur ami, votre cousine, c'est un petit peu moins pertinent. Mais une 50aine de questionnaires, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, justement, quand il y a une idée, souvent, il faut être à l'écoute de tout ce qu'on peut nous dire, tout simplement. J'en ai entendu, après c'est des opinions, c'est des opinions de chacun. Je vais toucher du bois, mais en attendant, ce que j'ai entendu de négatif sur les activités ne s'est pas produite. Et je pense que c'est aussi grâce à une préparation et à une étude, finalement. Alors, je n'ai pas fait d'études de marché quantifiables, je ne pourrais pas vous ressortir un questionnaire, mais par contre, j'ai rencontré quand même pas mal de partenaires dans le bâtiment en présentant mon activité. C'est vrai que bien souvent, on m'ouvrait les portes.
très rare, 10% on va dire, des personnes à qui j'ai parlé de mon projet m'ont fermé les portes mais pensaient que j'allais pas résister. Donc moi, j'ai pas eu de piège entre guillemets particulier. Personnellement, c'était pas un piège, parce que j'ai fait le lycée hôtelier, donc on est préparé. Mais croyez pas que dans la restauration, on gagne des millions. Sincèrement, je préfère le dire parce que tout le monde pense qu'on gagne beaucoup d'argent, parce qu'il y a la possibilité, il y a du monde qui vient. Mais je peux vous dire qu'avec les fournitures, tout ce que vous achetez pour pouvoir produire, et le personnel, parce que malheureusement, vous avez un restaurant, vous avez du personnel, malheureusement, ou ça dépend. Et donc, automatiquement, vous ressortez facilement. Si vous êtes bon gestionnaire, vous ressortez que 60% de ce que vous gagnez. Sinon, vous ressortez presque la totalité. Sincèrement, c'est vraiment... Je veux pas vous effrayer ou quoi, mais vraiment, pensez pas gagner des millions dès la première, deuxième ou troisième année, quoi. C'est un restaurant, vous gagnez de l'argent quand vous êtes bien installé, quand vous avez une popularité, quand vous avez du monde qui vient. C'est tout, c'est pas... Je pense que beaucoup de monde se disent ouais, ils font de l'argent, on fait de l'argent, mais à côté on ressort aussi beaucoup pas mal, quoi. Dans la même situation, si je devais recommencer, je le recommencerais bien volontiers, finalement. C'était un risque à prendre, et aujourd'hui, il commence à payer. Donc voilà, c'est beaucoup de préparation, d'organisation. Et à partir du moment où on a une idée, alors j'ai pas eu une idée extraordinaire, j'ai pas inventé Google, voilà. Mais par contre, si on est bien organisé, si on va au bout des choses, je pense qu'on peut en sortir que grandi. Même si on arrive à un échec, on aura osé, finalement. Donc voilà. Après, il faut partir du principe qu'on peut tenter, on peut réussir, mais on peut aussi échouer. Enfin, échouer, c'est un bien grand mot, mais je pense que c'est même pas un échec. C'est aussi se rendre compte qu'au bout d'un moment, il faut pas s'obstiner, quoi, tout simplement. Madame Decker, vous vouliez rajouter quelque chose ? C'est compliqué parce qu'en ce moment je suis dans une situation un peu compliquée, clairement. Moi ça fait 2 ans que je trime, et trimé dans le sens où vous avez entendu à quoi pouvaient ressembler mes journées. Je ne tire pas encore de salaire, mais ce qui est normal. Faut savoir, je rejoins ce que tu disais, c'est-à-dire que un chef d'entreprise partait du principe qu'il n'y a pas de salaire au moins dans les 2 premières années. Voilà. Ce qui n'est pas toujours facile à vivre, parce que vous donnez. Et puis il y a des moments où les moments de faiblesse, ils sont aussi là. Les moments de fatigue, les moments de doute. Mais le doute, ça fait avancer. Ça fait avancer parce qu'en fait, ça permet de se poser les bonnes questions. Voilà. Et est-ce que je continue ? Est-ce que je continue pas ? Est-ce que je mets en place autre chose ? Voilà. Donc après, on part sur une idée. Moi, je me suis mis dans mon labo une feuille où il y a une espèce de dessin sur l'agilité, en fait. Et ce dessin-là, je le regarde à peu près tous les jours. Parce que parfois on se trouve des mauvaises excuses, parce que parfois on n'a pas envie, parce que parfois on est quand même l'élément principal de notre entreprise. Après, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Très sincèrement, moi par exemple, aujourd'hui, j'ai un client qui ne m'a toujours pas payé, et j'attends qu'il me paye, et ça met en péril mon entreprise. Voilà. Aujourd'hui, si je devais recommencer, je recommencerai, j'oserais de nouveau, mais avec une certaine expérience et peut-être avec différentes choses. Mais ouais, je crois que en fait, c'est une mentalité, et voilà. Et aujourd'hui, je suis en train de réfléchir à ce que je vais pouvoir mettre en place pour arriver à faire autrement, mais je ne m'avoue pas vaincue. C'est une très bonne question. Alors en fait, le courtage en travaux, on travaille pour les clients et pour les entreprises finalement. C'est qu'une partie commerciale, donc je ne prends aucun risque. Et encore, je suis quand même responsable de la mise en relation d'un client final avec une entreprise du bâtiment.
On va différencier aussi 3 activités, le courtier en travaux, l'architecte et le maître d'œuvre. C'est 3 univers totalement différents, mais en même temps ils se ressemblent assez, ils se ressemblent beaucoup. Et on peut travailler aussi conjointement. Donc il m'arrive de travailler avec des architectes ou des maîtres d'œuvre, et ça se passe plutôt bien. C'est vraiment de la relation commerciale que moi je propose. C'est du service supplémentaire pour les clients, et j'apporte aussi une sécurité pour les entreprises et pour les particuliers. Finalement, il faut préparer son projet, quel qu'il soit, et à partir du moment où on a été bien conseillé, où on a bien étudié son projet, on ne peut que réussir.